La télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la phrasée de nos différentes cultures reliées. Téléspectateurs de cette Afrique TV, bienvenue dans votre émission La Grande Interview qui a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui professeur Souleymane Astou Diagne, économiste, enseignant, chercheur à l'Université de Bambey. Professeur, merci de nous honorer par cette visite aujourd'hui à cette Afrique. Vous êtes enseignant-chercheur et économiste. Nous sommes dans un contexte de Covid-19 et vous avez publié un ouvrage axé sur les défis économiques post-Covid-19. Pouvez-vous nous résumer les grandes lignes de cet ouvrage? Merci M. Fall. Déjà, vous remercier de l'opportunité qui m'est aujourd'hui offerte de venir dans vos locaux et de magnifier en fait le travail important que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Pour essayer un peu de rehausser le niveau du débat économique et intellectuel dans notre pays. Alors l'ouvrage dont vous faites référence va sortir le 22 juillet. C'est le fruit d'une réflexion que j'ai entamée au début du mois de mars, à l'époque où les gouvernements songeaient à confiner, de faire des projections sur les défis économiques post-Covid-19 concernant le Sénégal. Ce n'était pas mon premier ouvrage, mais cette fois-ci, j'ai essayé de faire la prospective pour voir sur toutes les politiques sectorielles quelles seraient les mesures que l'État du Sénégal devrait prendre pour réussir la politique de relance que nous sommes en train de cogiter et de voir dans toute cette dynamique également comment l'Afrique doit retrouver toute sa place et incarner en fait le statut de berceau de l'humanité. Donc c'est en gros cette réflexion qui m'a poussé à écrire. Et Inch'Allah, le 22, j'aurai l'occasion peut-être de vous faire une visite pour présenter en long et en large l'étendue de ma réflexion sur les défis économiques post-Covid-19. Alors, vous le savez, monsieur le professeur, il y a de cela quelques mois, le monde a été choqué véritablement par cette pandémie dévastatrice, sévère, qui a impacté véritablement sur l'économie. Si on doit faire le bilan de ces 6 derniers mois par rapport à cette pandémie-là de Covid-19, quel est son impact réel sur l'économie internationale et l'économie, en tout cas en Afrique et au Sénégal? L'impact est sans commune mesure. De l'histoire de l'économie jusqu'à la période de la Grande Dépression des années 29, on n'a jamais vu un choc aussi sévère qui entraîne à la fois sur la demande et sur l'offre, ce qu'on appelle un double choc simultané. Et ça s'est matérialisé, par exemple, sur des variables macroéconomiques comme la production. Jamais dans l'histoire récente de l'économie, un choc n'a entraîné une réduction de quasiment 20 à 30% de la production mondiale. Et également un choc sur la consommation, qui dans des pays comme la France représentait 35% en termes nominal. Donc pour dire que le choc sur l'économie mondiale a fait qu'également les États, à travers les plans de relance, ont déboursé en fait des montants budgétaires qui jusque-là ont dépassé même ceux utilisés lors de la dernière crise financière de 2008, parce que selon la banque suisse UBS, l'ensemble des montants encourus par les États pour enrayer la crise dépasse quasiment les 3% du PIB mondial. Et lors de la crise financière de 2008, nous étions à 1,7% du PIB mondial. Également, cette crise, on peut la mesurer par rapport au retour de l'endettement. Aujourd'hui, vous prenez l'Union européenne et les États-Unis, il y a systématiquement un relâchement de la politique économique orthodoxe. Par exemple, l'Union européenne a ajourné le pacte de convergence macroéconomique. Donc, il n'y a plus de respect des critères de convergence macroéconomique. Aux États-Unis, à partir du 10 juin, la dernière réunion du comité de politique monétaire, la Fed a pris la décision de laisser les taux d'intérêt à zéro jusqu'en 2022. Donc la politique monétaire ne va pas bouger aux États-Unis. Alors, professeur, pensez-vous que l'économie du Sénégal pourrait vite se relever de ce choc qui a surpris plus d'un observateur? Alors, l'économie du Sénégal est très touchée par la pandémie. Vous avez vu la projection du Fonds monétaire il y a 3-4 jours. Ils disent que le taux de croissance en 2020 sera de 1,1%. Bon, moi, je juge très honnêtement que c'est une prévision qui est sévère.
Je crois que le taux de croissance au Sénégal pourra varier autour de 2 à 2,5. Ah, 2,5. 2,5, mais 1,1 c'est sévère. Maintenant, le temps que ça va prendre, c'est systématiquement une décennie. Au moins, ça va impacter une décennie de l'activité. Au plus, peut-être d'ici la décennie, si les variables macroéconomiques sont largement soutenues par la politique économique, à savoir comment je vais dire, le financement de l'économie à travers l'activité bancaire, à travers également les établissements financiers, et le fait que également l'État, par la politique budgétaire, dote des secteurs comme l'agriculture, la politique de l'emploi qu'on doit rénover et l'environnement commercial. Je crois fondamentalement que ça peut aller jusqu'à une décennie. Vous avez écouté dernièrement, il y a quelques jours, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, s'exprimer à l'ensemble des Sénégalais. Le ministre de l'économie aussi, Amadou Hott, a fait le tour des plateaux de télé pour parler de relance. Alors, sur quel levier devons-nous s'appuyer pour faciliter cette relance-là? La relance est assez complexe parce que nous sommes à la fois dans un choc de demande et un choc d'offre. Pour la demande, le gouvernement cherche à relancer la consommation par les transferts qui ont été faits par le gouvernement. Vous avez dit tout à l'heure que le ministre Hott est en train de parler sur de la ça. relance économique. C'est ça, en fait, l'objectif, c'est de passer par les secteurs, que ce soit primaire, comme secondaire et tertiaire. L'agriculture va occuper une part très importante. Si on veut relancer, il faut que l'agriculture trouve une place de choix dans la politique de relance. Non seulement en termes de mise à disposition de semences, mais en termes d'accompagnement et de financement du secteur à grande échelle. Et sur ce point, je pense qu'également le ministre Hott doit penser à la modernisation de notre agriculture. On en parle depuis des décennies, mais l'agriculture dans notre pays est restée paysanne. Et ça ne rime pas avec les objectifs de sécurité alimentaire recherchés par le gouvernement. Vous allez en Europe, aux États-Unis, vous verrez que l'agriculture est branchée aux technologies. Et c'est ce qui permet d'accroître les rendements agricoles. Au-delà de l'agriculture, il y a également l'administration du Sénégal. Vous savez que l'administration, c'est le vecteur de transformation des décisions de politique économique. L'administration post-Covid-19 ne doit pas être à la même dimension de celle d'avant. Cette administration doit opérer une mutation, de migrer vers une administration de développement, parce que jusqu'à aujourd'hui, elle est beaucoup plus une administration de commandement. C'est juste de garder en fait l'ossature traditionnelle de l'État, alors que les défis de l'administration ont fortement évolué. Professeur Astou Diagne, avant de venir sur les analyses que peut faire sur la résilience économique et sociale que déroule l'État du Sénégal, avant d'approfondir ce sujet-là, vous avez vu également le génie africain, le génie sénégalais s'exprimer pendant cette crise. On n'a jamais pensé qu'il était possible au Sénégal d'installer des industries très rapidement de cette échelle-là, capables de produire des masques, capables de produire des gels antiseptiques. Cette Covid-19, cette pandémie-là, ne devrait-elle pas nous permettre également d'aller vers l'autosuffisance, vers la production forte, véritablement dans notre pays? Oui, la Covid-19 pose la problématique que nous entretenons avec les technologies. Vous savez, avant la Covid-19, nous étions très loin de la frontière technologique. Je l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture, quand vous partez à l'intérieur du pays, les gens cultivent avec la houe, ou les ilaires et autres. Alors que cette forme d'agriculture est dépassée depuis longtemps. C'est le néolithique. Aujourd'hui, avec la Covid-19, on a vu effectivement que nos jeunes sont très engagés. Ça montre que le génie sénégalais existe, parce que il ne manquait que le terrain d'expression et l'accompagnement pour permettre à nos jeunes de pouvoir renouer avec l'innovation. Et aujourd'hui, je pense que l'État du Sénégal devrait capitaliser toute cette expérience visible lors de la crise de Covid-19 et faire de sorte que ces jeunes puissent s'insérer dans des dispositifs étatiques ou dans le privé pour magnifier encore ces innovations dans le sens de permettre une meilleure résilience de notre système économique. Si nous devons parler de la résilience économique,
C'est le terme aujourd'hui, je pense, au Sénégal et un peu partout dans le monde, résilience économique et sociale. J'ai eu quand même à échanger avec plusieurs chefs d'entreprise quand même qui m'ont dit qu'ils n'ont pas senti cette résilience économique annoncée par l'État. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette résilience et sa pertinence aujourd'hui? Alors, vous savez, en temps de crise, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Ça, c'est certain. Moi, j'ai parcouru l'ensemble des plans de relance des différents gouvernements. Je peux vous dire qu'honnêtement, les plans de relance des gouvernements africains ont été quand même à la hauteur. Prenez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, même la Guinée voisine. Je pense qu'il serait difficile d'aller au-delà. Parce que nos gouvernements sont contraints par une raréfaction des ressources budgétaires et sont également exposés à une certaine vulnérabilité sur le plan économique. Donc, c'est vrai qu'on aurait dû, par exemple, changer certains aspects, comme par exemple l'alimentaire. On aurait pu organiser des transferts directs, c'est plus rapide et plus efficace. Tout à fait. On aurait pu également, dans d'autres cas, soutenir l'agriculture d'une manière assez directe, avec une injection directe de ressources concernant les agriculteurs, ou bien des secteurs moteurs comme la communication, comme le système des technologies, les télécoms et autres. Pour le secteur privé, il est demandé un certain nombre de documents comme des états financiers, la garantie bancaire, dans un pays où quand même l'économie est informelle. Est-il pertinent de demander toutes ces conditions-là à des entrepreneurs qui parfois managent mal un peu leur comptabilité? C'est ça le problème du Sénégal. Vous savez, on a une économie qui est informelle, qui polarise 9 salariés sur 10, qui polarise 95% 95% des PME, PMI sont dans le secteur informel, qui polarise également 60% du PIB sénégalais et qui, à mon sens, regroupe en fait 81% des entrepreneurs. Alors, dans ce secteur, les activités ne sont pas formelles. Alors que l'État, pour mieux contrôler en fait le programme de résilience, a mis en place un dispositif, même si ce dispositif est allégé, mais cet allègement ne permet pas à l'écrasante majorité des PME et PMI d'entrer dans les masques. Et donc, la crainte, c'est que les montants qui sont versés dans les programmes soient récupérés par de grandes entreprises, de grands groupes qui n'ont pas forcément une incidence en termes de résultats sociaux sur les populations, et qu'on laisse en berne en réalité 9 salariés sur 10 et l'ensemble des activités du secteur informel. Professeur Assou Diagne, maintenant, comment les entreprises qui ne remplissent pas tous les critères définis pour bénéficier de l'accompagnement de l'État vont-elles sortir de cette crise? Ça, c'est la grande question. Très honnêtement, je vous dis que moi, je n'ai pas la solution. Vous savez, si vous n'êtes pas formel, vous ne pouvez pas entrer dans le système bancaire, dans le système financier, vous ne pouvez pas entrer également dans les programmes de l'État. À moins que ça soit, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire, dans son plan de résilience et sociale, a pris 100 milliards pour le secteur informel. Mais et même en Côte d'Ivoire, ça crée des problèmes. Parce que qui est informel, qui ne l'est pas, ça pose un problème. Tout à fait. Et on ne peut pas également satisfaire tout le monde. Donc, au Sénégal, la crise doit induire une réflexion, cette fois-ci, sereine et bien réfléchie, pour aider à la formalisation du secteur informel. Moi, dans ma publication du 22 juillet, je donne largement en fait, ma position sur cette formalisation. Parce que si on ne formalise pas le secteur informel, la croissance économique au Sénégal ne sera pas vigoureuse et la pauvreté ne va pas reculer. Et donc, il faut que l'État puisse centraliser la stratégie, parce que si vous comprenez bien, il y a beaucoup d'acteurs étatiques qui s'activent dans la formalisation. Ça, c'est quelque part une déperdition des moyens de l'État. Il faut une centralité de la stratégie qui permette de prendre en charge le secteur informel. Alors, le temps qui nous a été accordé est un peu imparti. Nous allons un peu parler également du plan Sénégal émergent. On ne peut pas venir ici sans qu'on aborde cette stratégie-là. Au-delà même du plan Sénégal émergent, je parlais avec un acteur politique majeur la semaine passée. Je dis qu'on vient juste de sortir d'une élection présidentielle où tous les candidats ont présenté leur programme économique. Maintenant, ces programmes-là ne devraient pas être contextualisés par rapport à cette crise-là
Que pensez-vous véritablement de ces aspects? Oui, le ministre hôte a dit que le plan Sénégal émergent est actuellement en veilleuse. Parce que nous sommes en période de crise, on ne peut pas parler d'axe 1, d'axe 2, d'axe 3. Il faut gérer la situation sanitaire. Maintenant, il est vrai qu'il y a une réflexion actuellement pour remodeler, pour repenser le plan Sénégal émergent. Parce qu'il y a beaucoup par exemple, de programmes aujourd'hui qui doivent être revus. La Covid-19 a montré que les secteurs prioritaires de l'économie et du social doivent figurer au premier rang des priorités du décideur public. Je parle notamment de l'accès à l'eau. C'est fondamental maintenant que nous nous mettions à financer des politiques d'accès à l'eau. L'accès à la santé de proximité. Nous avons vu avec la Covid-19 les déficits d'investissement de l'État les 40 voire les 50 dernières années sur la politique de la santé. Également sur l'éducation. Le programme Zéro Abri Provisoire que j'ai eu l'occasion de parcourir, ce programme a montré qu'au Sénégal, il restait plus de 6000 classes au Sénégal à construire. C'était des abris provisoires. Et c'est quasiment 18% du total des classes que possède notre pays. On ne peut plus continuer à enseigner nos enfants dans des endroits sinistrés. Et ça ne rime même pas avec l'esprit qu'on veut forger pour le Sénégal de demain. Il y a également l'université. L'université également doit avoir une place parce que c'est là où on forme l'élite. On ne peut pas également former l'élite dans un endroit sinistré. Ce n'est pas possible. Donc, ce sont des défis auxquels le décideur de la politique économique est confronté. Je crois qu'avec la période de Covid-19, le remodelage du plan Sénégal émergent doit inclure tous ces aspects. Parlons de la dette. Le président de la République, Macky Sall, a profité de cette occasion-là de crise pour demander l'annulation de la dette au pays du G20. Que pensez-vous véritablement de cette démarche? Bon, moi je suis pour l'annulation de la dette. Pourquoi? Parce que non seulement la dette en Afrique est assez importante au regard de l'impact de la crise. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est le continent également le moins endetté aussi. Même si la dette est assez importante, nous sommes en termes de pondération le continent le moins endetté. Mais quand vous prenez un pays comme le Sénégal, la dette, c'est les intérêts par jour, c'est quasiment 1 milliard jour. Si vous faites la pondération, c'est énorme. Sans compter les encours journaliers, on est quasiment à, pour ne pas me tromper, 80 milliards le mois. C'est quelque chose d'énorme. C'est la raison pour laquelle le président Sall a dit qu'on ne peut pas faire face à l'impératif de relance économique et de gestion de la crise qui nécessite des moyens budgétaires importants et aussi honorer nos engagements internationaux. Vu que la crise est une crise systémique, ça touche tout le monde, il faut qu'il y ait en fait un mécanisme de solidarité où les créanciers doivent accepter au moins de renoncer à la dette que l'Afrique avait contractée. Et c'est la raison pour laquelle le G20 a donné tout de suite un moratoire, de dire que pour l'année 2000, ce qui reste de l'année 2020, vous ne payez pas. Il y a un moratoire, maintenant vous allez commencer à payer au début de l'année 2021. Mais aujourd'hui, quand même, quoi qu'on dise, les pays les plus endettés sont les pays les plus riches. Ça me pousse des fois à réfléchir, est-ce que l'endettement n'est pas un facteur de développement? Parce que les États-Unis sont à 105% du PIB. Le Japon est à 250%. Vous voyez, la France est à 115%. L'Italie est à 185% de dette par PIB. Alors qu'au Sénégal, nous sommes à 67,5%. Alors, bon, il y a en tout cas à débattre sur ça. Je ne suis pas sûr que nous soyons un continent. Professeur Astou Diagne, cette grande interview tire à sa fin. Je rappelle que vous êtes professeur, enseignant-chercheur à l'Université de Bambey, économiste. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de vous dire merci, M. Fall. J'ai beaucoup appris lors de cet entretien. Tout à fait. Je remercie également l'ensemble des membres de votre structure. Madame, Monsieur, c'était Souleymane Astou Diagne, économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Bambey. C'était la grande interview de cette Afrique. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Professeur, merci de nous avoir honorés, d'être venu ici, au niveau du siège social de cette Afrique. Nous sommes un média économique, un média financier, un média véritablement pour qui veut s'orienter dans une nouvelle démarche de poser les véritables questions et le débat économique.
Merci. Sachez que vous êtes le bienvenu ici et merci, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Je vous remercie.